Le frisson d'une liaison adultère pousse des amants passionnés à abandonner leur famille pour rechercher l'excitation et l'aventure. Mais quand leur naturel sauvage prend le dessus, C'est quoi ce foutoir? un acte criminel les force à prendre la fuite dans une sensationnelle, fatale liaison. Bowie, au Texas, tire son nom du légendaire héros de Fort Alamo, Jim Bowie. D'une superficie de moins de 11 km², la ville, jadis frontière située à 1h30 au nord-ouest de Dallas, est juste un minuscule point sur une carte. Les 5000 habitants de ce village forment une communauté unie. En novembre 2001, ils s'inquiètent pour James et Yulen Christmas. On ne les a pas vus à l'église. Et personne n'a entendu parler d'eux depuis le dîner de Thanksgiving, 4 jours auparavant. Le couple ne répond pas non plus au téléphone et ne rappelle pas. Alors Sonny Lunday et sa sœur Norma prennent un double de la clé et se rendent à leur domicile Maman? James? en se demandant ce qu'il arrive à leur mère et à leur beau-père. Y a quelqu'un? Maman? James? Oh, mon petit. Dans la maison, ils trouvent le chien du couple dont les gamelles sont vides. Et ce n'est pas tout. C'est les médicaments de James. Il ne serait pas parti sans. Tous ces signes, quelque chose n'allait pas. Il n'était pas là. Très inquiets, ils se rendent à l'ancienne maison de James, à quelques minutes de trajet hors du village. Leur sœur, Sandy, une ancienne policière, les accompagne. T'entends quelque chose? Non. Il James? ne répond pas au téléphone non plus. Le couple disparu vient parfois passer le week-end dans cette propriété. Sandy, Sandy, il y a une fenêtre ouverte derrière. Voyons si on peut entrer. Celle-là. On a poussé une caisse sous la fenêtre d'une chambre. Maman? Maman? James? Tout va bien? Puis Sandy est passée par la fenêtre et elle est allée ouvrir la porte. Ça y est. Ok. Maman, t'es là? Tu les vois? Maman? Maman, vous êtes là? Tout va bien? James? Ils regardent dans chaque pièce, mais tout semble en ordre jusqu'à ce qu'ils entrent dans une chambre et le mystère s'épaissit. Il n'y a pas de drap sur le lit. Quelque chose cloche. J'appelle le shérif. Tous trois savent que leur mère et leur beau-père ne partiraient pas sans les prévenir. On savait que quelque chose n'allait pas. Personne n'arrivait à les trouver, à les contacter, à avoir des nouvelles. Ce n'était vraiment pas dans leurs habitudes. Le chef adjoint Gary Studebaker est bientôt en route pour l'ancienne demeure de James. Comme on lui a dit qu'il n'y avait rien de particulier à voir dans la maison, il commence à inspecter les alentours où il trouve les vestiges d'un feu récent. Les cendres dissimulent des signes pour le moins énigmatiques, des restes d'objets personnels que quelqu'un a voulu détruire. Ça m'indiquait qu'on avait un problème, surtout que son sac à main était dans les cendres, son chéquier aussi, sur lequel il y avait le nom et l'adresse. Je savais alors que quelque chose n'allait pas. Le temps que Studebaker finisse de fouiller dans les cendres, il fait nuit noire. En revenant à sa voiture, il remarque de petites taches de sang dans l'allée. Il y a aussi une mèche de cheveux et une autre légère trace de sang. À ce stade, on change de registre. Nous savions que nous avions une scène de crime qu'il fallait passer au crible. L'adjoint Studebaker appelle des renforts. Quand j'ai reçu le coup de fil de Gary, il était quasiment certain que nous avions affaire à un crime.
Il a retrouvé des effets personnels carbonisés, des preuves biologiques sur le porche d'entrée. Alors nous allions mettre le paquet. Nous étions persuadés que le couple n'était pas parti de son plein gré. La police de Bowie a envoyé des renforts, le procureur était sur place et la plupart de mes agents ont commencé à rechercher le couple dans la propriété. Alors que la police scientifique se prépare à passer la maison au peigne fin, d'autres agents commencent à fouiller la propriété qui s'étend sur plusieurs hectares. Nous avons commencé à arpenter la propriété avec des lampes de poche pour essayer de les localiser. On a dû parcourir 10 ou 20 mètres, je dirais. Allez les gars, on va bien trouver quelque chose. Ils voient des cheveux sortant du sol. Il y a un corps ici. C'est une tâche effroyable et laborieuse qui attend les adjoints du shérif. Pas question de se servir d'outils ou de pelles. Il fallait littéralement les déterrer à la main. On dirait un avant-bras gauche. Poignée après poignée, ils creusent tout au long de la nuit. Il faut s'efforcer de tout faire correctement et de ne pas penser à ce qu'on voit. Mais c'est difficile quand on est sur une scène atroce, et c'était le cas. C'était une scène digne d'Halloween. Une vision pour le moins inquiétante. Vous pouvez sortir ça? Et surtout, il fallait veiller à examiner très méticuleusement cette scène de crime. Il apparaît vite qu'il s'agit du corps battu à mort de Yulen Christmas. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Dessous est enterré son mari, James. Les cadavres sont envoyés à l'autopsie. Heure après heure, les enquêteurs commencent à établir les faits qui ont abouti à ces meurtres. Le luminol révèle des traces de sang dans la maison. Dans le salon, il y avait un fauteuil inclinable qui semblait être maculé de sang. Il y avait beaucoup de sang sur une portion du mur. Il y a aussi des traces indiquant que quelqu'un a nettoyé et essayé d'effacer les empreintes digitales. Et il y avait un seau d'eau qui sentait la javel. L'autopsie confirme que James est mort d'une décharge d'arme à feu dans la poitrine, tirée de près. Yulen a été sauvagement battu à mort, frappé 15 fois, jusqu'à ce que son crâne soit brisé en 1000 morceaux. Ce que l'examen médico-légal nous apprend sur le tueur, c'est qu'il a fait preuve d'un excès de rage et de brutalité. À ce stade, c'est comme une orgie de soulagement répétitif à chaque éclaboussure de sang. C'est quelque chose qui s'apparente presque à une jouissance érotique de brutaliser de la sorte, encore et encore, un être humain. Yulen et James avaient tous deux des enfants qui sont anéantis en apprenant avec quelle sauvagerie ils ont été tués. On était tous les quatre brisés. Ils nous ont dit ce qu'ils avaient découvert, où ils les avaient trouvés. On était dans un tel état de choc. Il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut faire une chose comme ça. À suivre. Les enquêteurs ne vont pas tarder à être mis au courant d'une histoire d'amour qui dégénère en tourbillon infernal. Et d'une évasion de tueurs notoires qui se termine par une terrifiante prise d'otage. À Bowie, au Texas, tout le monde parle des meurtres mystérieux et brutaux de deux membres bien-aimés de la communauté, Yulen et James Christmas. Le village de Bowie a été complètement abasourdi par la nouvelle de ce couple âgé assassiné dans sa propriété.
Lui et elle étaient bien connus et très appréciés. Et savoir que quelqu'un les avait tués et à moitié enterrés dans leur propriété a choqué le village. James et Yulen n'ayant pas d'ennemis connus, les enquêteurs s'intéressent à leur passé pour essayer de savoir qui aurait souhaité leur mort. James et Yulen allaient tous deux sur leurs 80 ans. Ils étaient tous deux veufs. Ils se sont rencontrés à une fête paroissiale après l'installation à Bowie de James, charpentier à la retraite. Cela a été le coup de foudre. Ils se sont mariés rapidement. Ça nous faisait rire et on leur disait toujours qu'ils se conduisaient comme des lycéens qui avaient le béguin. Ils se tenaient la main en marchant, ils se disaient des choses tendres. C'était comme voir deux gamins vivre leur première histoire d'amour. C'était un adorable couple de gens âgés. Ils avaient connu la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale, et ils vivaient très bien à Bowie. Ils se sentaient en sécurité et ils menaient une vie très saine. À la recherche d'indices concernant ces meurtres sauvages, les enquêteurs font une enquête de voisinage. C'était sans doute la chose la plus terrible jamais arrivée dans le comté de Montague. Et être la voisine d'à côté, c'était vraiment terrible. Virginia Tate déclare aux enquêteurs qu'il y avait de l'orage dans l'air dans la résidence secondaire du couple depuis quelques semaines. Papy, regarde qui est là. Elle dit que tout a commencé avec l'arrivée inopinée de la petite fille de James Christmas, Crystal, de son petit ami et d'un adolescent. Bonjour Yulen. Bonjour. Comment ça va? Ça fait plaisir. Alors, où vous logez? Vous cherchez un endroit? On ne sait pas encore. On a de la place ici. Vraiment? Oui, oui. Maman et James leur ont dit qu'ils pouvaient rester aussi longtemps qu'il leur plairait, à condition qu'ils s'occupent de la maison. Ils étaient comme ça. S'ils pouvaient aider quelqu'un, ils le faisaient. James et Yulen regrettent vite leur invitation. Le trio se transformant rapidement en des hôtes invivables. Recommence. Allez. Virginia se plaint à James que sa tranquillité est troublée par des coups de feu. Je revenais de l'église et on a entendu des coups de feu et du chahut, alors... Je suis allée voir Monsieur Christmas pour lui en parler. Alors, quoi? Et il m'a dit qu'il leur avait prêté la maison. Les enquêteurs apprennent par la famille les noms des invités. Crystal Soto est une femme qui fuit son passé. Elle est accompagnée de son nouvel amant, Chuck Jordan, son beau-frère. Personne ne les fréquentait vraiment. Ils étaient plutôt isolés pendant leur séjour ici. Alors, le problème pour nous, c'est que nous n'avions pas de contact sur place auquel nous adresser pour savoir où ils étaient allés, à qui ils avaient parlé, et ce genre de choses. Personne ne les connaissait. Alors, nous avons dû nous adresser à de la famille dans le Missouri et dans d'autres États pour essayer de savoir s'ils les avaient contactés. Je veux une bière. Crystal avait 2 enfants âgés de 5 et 1 an. Chuck était marié et avait 3 enfants. Salut mon amour. Il la connaissait depuis environ 3 ans, car elle était sa belle-sœur. Il était là à une période de sa vie où elle était plutôt malheureuse et où son mariage battait de l'aile. Son passé faisait état de violence. En fait, il avait été inculpé 2 ou 3 fois pour agression. Il avait ses problèmes d'addiction. Elle avait ses problèmes d'addiction. Il se fichait qu'elle boive ou qu'elle se drogue, car il en faisait autant. Lorsque des amis leur disent qu'il y a une attirance manifeste entre eux, plus rien d'autre ne compte. Ils entament une liaison torride, pleine de promesses pour des lendemains meilleurs. Un nouveau départ dans une autre ville nous ferait du bien. Crystal Soto était follement, éperdument amoureuse de Chuck. Il était son âme sœur et il était autant épris d'elle qu'elle l'était de lui.
Cette attirance était une sorte de drogue pour tous les deux, une relation hautement érotique. Ils étaient attirés l'un vers l'autre comme des aimants. Mais il y a un prix à payer. Abandonner les enfants. Juste 2 semaines après le début de leur liaison, ils décident d'oublier le passé pour bâtir un futur ensemble. On va vraiment le faire? Ouais, pourquoi pas? C'est l'occasion ou jamais. Il faut le faire maintenant. Crystal est partie avec Chuck, qui avait 8 ou 9 ans de plus qu'elle, car il était un véritable rebelle sans cause. Un homme au passé trouble. Un homme qui avait dérivé de délit mineur en délit mineur. Il était excitant, il était un mauvais garçon et ça lui tournait la tête. Je crois qu'ils se sont pris pour Bonnie and Clyde. C'étaient 2 esprits libres qui allaient faire ce qu'ils avaient envie de faire sans se soucier de ce que pouvaient en penser les autres. Ils voulaient échapper à la réalité. Laissant tout derrière eux, Crystal et Chuck finissent par quitter Saint-Louis dans le Missouri et partent vers le sud, accompagnés d'un ami adolescent, Billy Johnson. Lui aussi est en quête d'aventure et d'un nouveau départ. Une fois installés à Bowie, au Texas, Papy James les aide à trouver un travail de couvreur. Mais le moindre argent gagné est aussitôt dilapidé en cigarettes, alcool et drogue. C'est quoi ce foutoir? Oh, debout! James s'aperçoit qu'en l'espace de quelques jours, son ancienne maison a été transformée en dépotoir. Allez, et toi, debout! Nettoyez-moi tout ça! Tu te fous de moi? Les jeunes vandalisaient la maison. Il y avait des bouteilles de bière, des bouteilles de whisky et je ne sais quoi d'autre éparpillées partout. Encore pire, James est embarrassé car des voisins comme Virginia Tate se plaignent. Je lui dis, je veux que vous sachiez ce qu'il se passe. Il leur prêtait la maison et ils étaient censés l'aider. Et il m'a dit, ils ne font que boire et se droguer. On ne dirait pas qu'ils pourraient m'aider en quoi que ce soit. Les plaintes continuant à s'amonceler, les rapports entre James et ses invités se détériorent encore davantage. Il me fatigue vraiment. À l'écouter, il faudrait nettoyer la maison dès qu'on se réveille. Yulen dit à sa fille que James et elle en ont assez et qu'ils vont demander à leurs invités de partir. J'ai dit à ma mère, surtout n'y allez pas tout seul. Vous ne savez pas de quoi ils sont capables et ce qu'ils pourraient faire. Appelez le bureau du shérif et demandez à la police de venir avec vous. Elle m'a répondu, non, ça va aller, ils ne nous feront pas de mal. Où on est censé Cette aller? maison est une porcherie. Comment tu peux me faire ça, papy? Où vous allez, je m'en fiche. On sait pas où aller. Je m'en fiche. Fichez le camp. Je suis de ta famille. Ils ont cru qu'ils pouvaient y aller tout simplement et dire, bon, vous devez partir. C'était une grosse erreur d'appréciation. On sait pas où aller. Je suis ta petite fille, ta chair et ton sang. Vous pouvez pas rester, allez-vous-en. Vous savez quoi? Partez d'ici avant que... Tous 3 sont les suspects principaux des meurtres. La voisine Virginia Tate et son mari déclarent aux enquêteurs qu'ils ont vu Jordan et Johnson conduire le véhicule de James la nuit des faits. Les enquêteurs pensent qu'ils ont conduit les corps là où ils les ont enterrés à la hâte, puis qu'ils ont filé avec le véhicule. Ils les ont vus conduire le véhicule de M. Christmas d'une manière qui ne lui aurait pas plu du tout. C'était très inhabituel car il ne leur prêtait pas son véhicule. Ils ont quitté la propriété en filant à toute allure. Les adjoints du shérif interrogent les familles de Jordan et de Soto pour savoir où ils peuvent aller et obtiennent aussi un mandat pour des écoutes téléphoniques. Ils sont rapidement assez sûrs que le trio est parti à plus de 3000 km dans l'espoir de se réfugier chez de la famille de Crystal. Nous étions quasiment sûrs qu'ils allaient vers l'État de Washington et vers l'Alaska, où ils avaient de la famille qui pourrait les aider. Dans tout le nord-ouest, la police est à l'affût des fugitifs dangereux. La recherche se termine à Shelton, dans l'État de Washington.
Ce matin-là, la police a été avertie que les 3 fugitifs pourraient être en route pour Shelton. Et tous les agents du coin avaient pour consigne de garder l'œil ouvert pour essayer de les repérer. Peu après, un policier a vu 3 personnes qu'il ne connaissait pas et qui correspondaient à la description des fugitifs. Main en l'air tout de suite. On doit s'arrêter pour essayer de trouver... La police de Shelton, dans l'État de Washington, pense avoir repéré des suspects qui sont en cavale depuis 4 jours après s'être enfuis de Bowie, au Texas, à plus de 3000 km de là. T'es sûr? Fais ce qu'ils te disent. Lève les mains. Tournez-vous. Les suspects semblent tous vouloir parler. Les agents qui les ont interpellés appellent la brigade criminelle de Bowie. Ils nous ont appelés après l'arrestation et nous ont dit « Ça vous ennuie si on les interroge? Je crois qu'ils parleront. » Bien sûr, allez-y. Les suspects révèlent qu'ils sont d'abord allés à Sacramento, en Californie, où ils ont abandonné le pick-up du couple assassiné dans l'espoir d'envoyer la police sur une fausse piste. Le véhicule est retrouvé dans le parking d'un grand magasin et son examen confirme les soupçons des enquêteurs. Le pick-up a été utilisé pour emmener les corps là où ils ont été enterrés. Alors bien sûr, il y avait beaucoup de preuves physiques tangibles dans ce véhicule. C'en était couvert. Crystal Soto donne une version détaillée des faits. C'est moi qui ai tout fait. Ça se passait entre moi et mon grand-père. Yulen a pété un plomb. Elle était furieuse comme tout. Elle nous hurlait de partir. Elle m'a giflé. Je l'ai giflé en retour. Surtout, ne lève plus jamais la main sur moi comme ça. Comment oses-tu? James, à l'aide. Il m'a braqué avec le fusil. Je suis allée chercher le mien. Et il nous menaçait, Chuck et moi. Alors j'ai dû tirer sur mon grand-père. James! Tu fous? Puis je l'ai frappé à la tête. Je l'ai frappé à la tête jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus se relever. Crystal Soto, dit-elle la vérité ou essaie-t-elle de protéger son amant et de duper les enquêteurs? Je peux voir Chuck maintenant? Elle a écrit dans de nombreuses lettres envoyées de la prison qu'il y avait des stratégies qui pouvaient les disculper. Elle a parlé de feindre l'aliénation mentale, de feindre la dépression. Et elle a parlé d'autres stratégies concernant qui allait témoigner contre qui et sur qui ils pouvaient compter pour ne pas témoigner contre eux. Chuck Jordan a une version très différente. C'était un accident, les gars. D'accord? Juste un accident. Un accident? J'essayais de protéger ma copine. On va nulle part. Ne me touchez pas. Et maintenant partez ou j'appelle la police. Il y a des canettes de bière par terre. On va nettoyer. Ce n'est pas que les canettes par Il a terre. saisi le fusil et le coup est parti. Je voulais pas faire ça. C'était un accident. Elle est venue vers moi, elle m'a attaqué. Tout s'est passé si vite. Alors, je l'ai frappée pour qu'elle s'arrête. Je peux vous assurer que Crystal et Billy n'ont rien à voir dans tout ça. D'accord? Je voulais rien de tout ça. C'était juste un accident. Que s'est-il passé ce jour-là? Je vais vous dire tout ce que je sais. Billy Johnson dit qu'il était dehors quand James et Yulen sont venus trouver ses amis. J'étais dehors en train de fumer une cigarette et j'ai entendu un cri. Alors je suis entré dans la maison en courant. Dedans, j'ai vu qu'il gisait dans le fauteuil et qu'elle était étendue par terre. Chuck et Crystal étaient debout à côté d'eux. Il a dit qu'on ne devait laisser aucune trace si on ne voulait pas passer sur la chaise. On doit aller cacher les corps. Je vais chercher quelque chose. Prends des draps. Ok. Toi, tu viens avec moi. Allez! Avec ce trio, il fallait déterminer qui prenait l'initiative et qui suivait, qui donnait les ordres. Il y avait du sang partout. La seule chose sur laquelle ils s'accordent tous, c'est d'avoir traîné les corps dans le pick-up de James.
Ils les ont pris comme des sacs d'ordures, les ont traînés hors de la maison, ils les ont balancés sur le plateau du pick-up et ils les ont emmenés dans les champs. Jordan et Johnson enterrent le couple et tentent de détruire par le feu certains effets personnels des victimes. Puis ils retournent à la maison, chercher Crystal Soto et s'enfuient. La police ne sait toujours pas avec certitude qui a commis les meurtres, mais pense que Bill Johnson est juste impliqué dans les faits ultérieurs. Les 3 suspects sont extradés vers Bowie, au Texas. Crystal Soto et Chuck Jordan sont incarcérés dans la prison du comté, tandis que Billy Johnson est détenu dans un autre établissement. Votre témoignage. Car les enquêteurs veulent le convaincre de témoigner contre ses 2 compères. Oui, monsieur, je vais témoigner. On va sortir d'ici. Dès qu'elle viendra chercher le seau, je l'attrape et toi t'arrives de l'autre côté. Cependant, Chuck Jordan n'est pas prêt à perdre la femme qu'il aime, ni à passer sa vie derrière les barreaux. Chuck n'avait rien à perdre et il avait une sorte de fantasme illusoire. Si je peux sortir d'ici et aller au Mexique, je pourrai vivre le grand amour avec Crystal et tout ça s'effacera. Son compagnon de cellule est un tueur brutal condamné à perpétuité. Chuck a été mis dans la cellule de Curtis Gamble, un criminel endurci qui a été condamné avec un ami pour le meurtre d'une lycéenne de 16 ans. Ils sont déterminés à s'évader et l'opportunité qu'ils attendent est sur le point de se présenter. Il me faut ce seau. Un seau doit être récupéré et une gardienne vient seule le prendre. Gamble, éloignez-vous de la grille. Cellule 6, ouverture. Elle n'a pas respecté la procédure en y allant seule. Un cri était morte. On part pas sans Manana. Du calme. Couche-toi. La grille ne doit pas être ouverte sans la présence d'un agent. Ils se rendent à la salle de contrôle. La ferme. Assise. Ok. Fais ce que je te dis. Tout semblait se passer au ralenti. Et je n'arrêtais pas de me dire, mais ce n'est pas vrai. Ce sont 2 hommes désespérés. Ils n'ont plus rien à perdre. Ce sont des gens habitués à prendre des risques. Alors ils foncent. Magne-toi, fais ce que je te dis. Ok, du calme. Ouvre la cellule de cristal. Curtis Gamble exige la libération d'autres prisonniers. Ok. Debout. Ok. Debout. Attendez. Il voulait que j'ouvre la cellule de cristal et la cellule de Bagwell. Josh Bagwell était le complice de Gamble dans le meurtre de la lycéenne. Ils auraient pu nous tuer. Je pensais que s'ils pouvaient sortir sans qu'il y ait de blessés, les gars du shérif les retrouveraient. Les prisonniers s'enfuient dans la voiture de Missy Lanford. Les responsables de la prison ne tardent pas à découvrir ce qui s'est passé et en informent le shérif. J'ai demandé, comment ça, ils sont dehors? Et j'ai eu la même réponse, ils sont dehors, ils se sont évadés. À la prison, on découvre vite que les 2 amants et leurs 2 nouveaux amis meurtriers se sont enfuis en voiture. On apprend aussi comment a été confectionnée l'arme utilisée. Les étagères qui soutenaient la télé de la cellule comportaient des tiges de fer. Ils ont enlevé une tige de fer, en fait ils ont enlevé les 2 et ils les ont frottées sur le sol jusqu'à ce qu'elles soient pointues. Et ils ont enroulé une sorte de tissu autour. Le chef adjoint a dit qu'elles auraient pu nous transpercer facilement. J'avais un problème que la plupart des shérifs n'ont jamais connu. J'avais 2 tueurs condamnés et 2 tueurs présumés, tous les 4 en cavale dans mon comté. Ils sont tous les 4 dangereux, désespérés et prévoient de survivre en entrant par effraction dans des habitations. Vous voyez ça, les gars? Une grande chasse à l'homme est en cours au Texas et dans l'Oklahoma voisin pour retrouver 4 dangereux évadés. Les suspects de meurtre, Chuck Jordan et sa compagne Crystal Soto.
ainsi que des tueurs condamnés, Curtis Gamble et Josh Bagwell. Je ne doutais pas un instant que quelqu'un d'autre allait être blessé ou tué. Curtis Gamble et Josh Bagwell sont de l'Oklahoma voisin. Aussi, les recherches se focalisent au nord, vers la rivière Rouge qui sépare les deux États. Les tueurs ont abandonné le véhicule volé et sont à pied, livrés au froid hivernal. On va trouver un endroit où s'abriter, d'accord? Un endroit où on pourra se réchauffer. Une fois en cavale, Crystal et Chuck se sont vite aperçus qu'il n'y avait rien de romantique à être de nouveau des fugitifs. Ils avaient froid, ils n'avaient pas d'argent et ils ne savaient vraiment pas où aller. Vous voyez ça, les gars? Oh mon Dieu! Je suis affamé. Ils s'introduisent dans une maison isolée, prêts à mettre la main sur tout ce qui pourrait leur être utile. Regardez ce que j'ai trouvé. Non seulement ils ont trouvé plein de nourriture et de vêtements chauds, mais aussi un revolver avec des munitions. Et dehors, un pick-up qu'ils se sont empressés de voler. Cela fait 8 jours que l'évasion a eu lieu. Les autorités espèrent que les fugitifs vont contacter de la famille et dire où ils sont. Ils arrivent tous les quatre dans la ville d'Ardmore, en Oklahoma. Ouais, j'ai besoin de fric. Où Chuck Jordan commet l'erreur de s'attarder à une cabine téléphonique. J'ai besoin de fric. Quand est-ce que vous pouvez m'en envoyer? J'en ai besoin maintenant. La police avait mis sur écoute tous leurs proches, en espérant qu'une opportunité comme celle-ci se présente. Le lendemain, il revient et tombe dans une souricière. Stop, ne bougez plus. Pas un geste, pas un geste. À terre, main en l'air, main en l'air. Tu l'as? C'est bon. T'as vu les flics là-bas? Police, je vous arrête. Crystal est arrêté et réalise que sa romance est finalement terminée. Main derrière le dos. Chuck! Bougez pas. Chuck! Non! Chuck, non! Je t'aime! Mais les tueurs condamnés, Curtis Gamble et Josh Bagwell, ne prévoient pas de se rendre. Monsieur, tournez-vous. Le propriétaire du magasin est maintenant un otage. Alors, nous avions ces deux tueurs violents retranchés dans une supérette avec un otage et en train de se saouler. C'est le pire cauchemar pour un négociateur de la police. Ça va, mec? Tu t'amuses? Ah, allez. Le procureur Tim Cole arrive sur place, convaincu que le sang va couler avant la fin de la nuit. Tu t'éclates, hein? J'étais absolument convaincu qu'il ne se laisserait pas prendre sans combattre, car Gamble et Bagwell n'avaient plus rien à perdre. T'es pas si mal. Ils allaient passer le reste de leur vie en prison et leur désespoir était ma grande crainte. Allez, cul sec. Disposant d'une arme, d'un otage et de bière à volonté, les tueurs évadés Curtis Gamble et Josh Bagwell ne sont pas pressés de se rendre. Plus ils boivent, plus la police craint que la situation ne dérape dangereusement. Posez vos armes! Nous vous demandons de sortir. Non, on n'est pas encore prêt à sortir. Écoutez-moi, on ne veut pas que quelqu'un soit blessé, d'accord? Non, on l'a pas touché. La première chose qu'il faut savoir sur ce genre de personnalités, c'est qu'elles sont explosives. Et le terme est utilisé en psychologie.
Elles sont incendiaires. Elles explosent comme une bombe. Il y a des déclencheurs et on ne les connaît pas. Alors il faut faire très attention à la manière de leur parler. Les autorités sont face à une tâche redoutable pour négocier avec les deux hommes. 4 ans plus tôt, Tim Cole était le procureur lorsque Gamble et Bagwell ont été condamnés à la perpétuité pour avoir tué une adolescente. Gamble est l'individu le plus froid que j'ai jamais rencontré dans ma carrière de procureur. C'était une belle lycéenne de banlieue. Elle venait juste d'être désignée reine de la fête de son école et elle avait devant elle un avenir très prometteur. En octobre 1996, elle fait une erreur fatale. Elle a fait le mur pour aller retrouver des gars qu'elle connaissait, Josh Bagwell, Curtis Gamble et un troisième larron. Ils se sont mis à boire et elle a beaucoup bu. Je me souviens avoir dit qu'elle était sortie par la fenêtre pour se jeter dans les bras du diable. Au moins 2 de ces gars, et sans doute les 3, ont abusé d'elle pendant qu'elle était plus ou moins inconsciente. L'adolescente demeure inconsciente, tandis que Bagwell et Gamble la transportent jusqu'à un pont éloigné. Curtis Gamble a toujours eu des fantasmes de viol et de meurtre. Il avait déclaré à un moment donné qu'il deviendrait célèbre un jour pour avoir violé et tué une belle jeune femme. Curtis Gamble n'est pas seulement psychopathe dans la mesure où il est violent. Il n'a en plus aucune compassion pour les êtres humains. Il fait donc vraiment partie des individus très dangereux. Et il faut bien le dire, des individus maléfiques. Maintenant, lui et son ami perturbé ont une arme, un otage, et sont de plus en plus ivres à chaque minute qui passe. Ces gars-là étaient aussi dangereux que quiconque ayant été poursuivi par la justice. Il a un flingue. Les prisonniers évadés et tueurs présumés Crystal Soto et Chuck Jordan ont été arrêtés à Ardmore en Oklahoma lors d'une opération de police. Je t'aime. Mais 2 tueurs condamnés qui se sont évadés avec eux ont pris un otage. Monsieur, tournez-vous. Après un siège de 6 heures, Josh Bagwell et Curtis Gamble libèrent l'homme qu'ils retenaient en otage et sont finalement prêts à se rendre. Main en l'air. Reculez. Encore. Reculez. Il a un flingue. Il a un flingue. Posez le flingue. Posez-le. Lâchez l'arme. Avancez. Avancez, avancez, avancez. À genoux. À tous les égards, les psychopathes sont des lâches. Ils sont prêts à tout pour sauver leur peau. Ils tueront encore, ils se mettront à plat ventre, ils mentiront. Gamble et Bagwell sont renvoyés en prison pour purger leur peine de détention à perpétuité. Chuck Jordan et Crystal Soto prétendent chacun avoir tué James et Yulen Christmas. Mais leurs mensonges ne vont pas durer. Les enquêteurs savent désormais avec certitude ce qui Pascal et Billy se sont installés dans la maison. James et Yulen sont à... On ne part. Et maintenant partez. Jordan est ressorti de la chambre avec un fusil chargé qu'il avait trouvé sur les lieux. Fusil pour battre à mort.
Qu'est-ce que t'as foutu? Il faut nettoyer ça si on veut pas finir sur la chaise. Je vais chercher quelque chose. Prends des draps. Ok, ok. Toi, tu viens avec moi. Allez! Crystal Soto est allée prendre des draps pour évacuer les corps. Puis elle a commencé à nettoyer et effacer les traces avec de la javel. Pendant ce temps, Jordan et Johnson ont chargé les cadavres sur le pick-up de Christmas et sont allés les enterrer dans la propriété. Je pense qu'aucun des deux, que ce soit Chuck Jordan ou Crystal Soto, n'a jamais ressenti de remords ou de culpabilité pour ces meurtres. Ils étaient trop aveuglés par leur relation pour penser à ce qu'il s'était passé et à ce qu'ils avaient fait. Chuck, je t'aime. Billy Johnson déclare que Chuck Jordan l'a menacé avec une arme pour qu'il l'aide à enterrer le couple. Le shérif Hamilton pense que Chuck Jordan a pris le contrôle de la situation après les meurtres. C'est bon? Allons les chercher. Chuck était le meneur dans cette affaire. Il était le plus costaud. Chuck est un gaillard. Je ne vais pas dire qu'il était le plus malin du groupe, mais c'est lui qui donnait les directives. Chuck Jordan est accusé des meurtres. Tandis que Crystal Soto et Billy Johnson sont seulement inculpés de vol et de dissimulation de preuves. Une décision qui provoque la colère de la famille de Yulen. Aucun des trois n'a jamais montré le moindre remords. Pas la peine d'en faire un plat, quoi. On a juste tué deux vieillards, rien de grave. Lors du procès en novembre 2002, les avocats de Chuck Jordan font appel au docteur Kelly Goodness, psychologue, pour l'examiner et témoigner en sa faveur. On ne va nulle part. Ne me touchez pas. Et maintenant, partez ou j'appelle la police. Elle pense qu'il était ivre et sous l'emprise de stupéfiants à ce moment-là. Et qu'il n'a pas fallu grand-chose pour qu'il explose. Je pense qu'il souffrait de ce que nous appelons un trouble explosif intermittent, caractérisé par des expressions extrêmes de violence, complètement disproportionnées par rapport à la situation qui survient. Il existe de multiples exemples dans sa vie où il a explosé pour de très infimes provocations. Mais il y a une autre raison. Dans son caractère, quand la personne qu'il aime est menacée par un tiers, il réagit de façon complètement excessive. Il est évident qu'il ne se contrôlait plus, et il affirmait avec certitude qu'il avait commis les deux meurtres, qu'elle n'y était pour rien. Tous les aspects de ses aveux visaient à la protéger. Chuck Jordan accepte un accord. Il reconnaît avoir tué James et Yulen et se voit condamné à 2 peines de perpétuité. En 2003, les gardes découvrent qu'il a encore essayé de s'échapper. Mais cette fois, sans sortir de la cellule. Alors il a récupéré des comprimés et il les a tous pris en même temps. Mais cela n'est pas suffisant pour le tuer. Jordan récupère rapidement et accepte de témoigner au procès de Crystal Soto. Elle est inculpée de dissimulation de preuves et d'évasion. Jordan proclame encore une fois que lui seul a tué James et Yulen. L'adoration de Crystal pour Chuck n'a jamais faibli. Quand il a témoigné en sa faveur au tribunal, elle lui criait depuis sa place « Je t'aime ». L'accusation insiste néanmoins sur le fait qu'elle a joué un rôle clé après les meurtres. Crystal est manifestement celle qui a nettoyé. Ils étaient manifestement partenaires au moment des faits et ils ont clairement agi de concert. Dans le cas de Crystal, elle a vu Chuck tel qu'il était et je pense que c'est en partie ce qui l'a attiré vers lui.
C'était quelqu'un très tourné vers l'action. Il faisait ce qu'il fallait faire. Et même pour ce qui est de leur évasion, je crois que leur passion obsessionnelle a constitué une force galvanisante. Je pense qu'ils ne pouvaient vraiment pas supporter d'être séparés. Crystal est condamnée à 30 ans de détention. Les enfants de Yulen déclarent qu'ils passeront le reste de leur vie à s'assurer qu'elle ne soit jamais libérée sur parole. Je le crierai sur les toits. J'écrirai des courriers. Je passerai des coups de fil. Juste pour qu'elle reste en prison. Billy Johnson, mineur au moment des faits, est condamné à 10 ans de prison pour son rôle dans cette affaire. Il est libéré en novembre 2011. À 32 km de Bowie, au Texas, James et Yulen reposent côte à côte dans la concession familiale. En mars 2011, Chuck Jordan réussit à s'évader définitivement en se pendant dans sa cellule. Avant de fermer les yeux pour la dernière fois, j'espère qu'il a vu leur visage. Et je sais que s'il leur a demandé de lui pardonner, ils ont accepté. Mais moi, jamais. Je ne pardonnerai jamais à aucun. Ils méritent bien tout ce qui leur est arrivé. Crystal est toujours en prison. Le côté fatal, c'était leur amour obsessionnel, une liaison fortement sexuelle. C'était une véritable fusion. La brutalité était occasionnelle. Je ne suis pas sûre que c'était une conséquence de leur passion. Ils avaient cette prédisposition à l'action parce qu'ils n'étaient jamais affectés par le remords et ils vivaient à fond le moment présent.